Terre extrême projetée dans l'océan, la Bretagne est comme un navire ancré à l'extrémité de l'Europe. La mer a sculpté ses paysages et a façonné ses habitants, les Bretons. Un peuple fier, aventurier, innovateur. En Bretagne, tout est dualité. Armor, Argote, mer et bois. L'Armor, le pays de la mer, vit au rythme des marées, de Cancale à la Baule, sur 1700 km de côte. L'Argote, le pays du bois, demeure le pays de cette forêt primitive et légendaire, dont il ne reste plus que quelques lambeaux épars. Cet ancien pays montagneux ne montre plus que quelques masses arrondies, les ménèzes, et des crêtes déchiquetées, les rocs. Notre voyage commence à Brest pour aller ensuite jusqu'à Cancale en suivant la côte nord. Puis nous parcourrons le centre de la Bretagne, de Rennes à Sainte-Anne-la-Palud. Enfin, nous descendrons les côtes de Cornouailles jusqu'au golfe du Morbihan. Face au grand large, voici le Finistère, Penarbed. Le cap du bout du monde fend les flots et sépare la Manche de l'Atlantique. Défiant la violence de l'océan, les hommes ont construit au long des îles et des côtes quelques 3000 balises et plus de 40 grands phares pour signaler les écueils, l'entrée de la Manche et les chenaux d'accès au port. Les phares et balises font partie du patrimoine breton. Ma carrière a réellement commencé à l'âge de 8 ans. J'avais un oncle qui était gardien de phare. J'ai fait une succession de phares en mer, tels que la Jument, Quéréon, la Vieille, les Pierres Noires, le Four. J'ai beaucoup aimé les phares de Bretagne. Il y avait déjà quand même des creux de 5-6 mètres et une mer agitée. Alors le patron me dit, bon, et tu te prépares, lorsque je te dirai, saute sur le ballon, faut pas hésiter, hein, parce qu'à quelques secondes, après, tu plonges dans l'eau si tu vas trop tard. C'est effrayant, le courant qu'il y a au pied de ces phares et avec les lames qu'il y a, c'est très très difficile d'accostage. C'était le métier. On prenait les risques. Ça change toute la vie d'un homme, hein, rester comme ça isolé. On n'est plus le même homme. Dans les premières heures que j'arrivais à terme, j'étais comme si j'étais ivre. Dans ces phares-là, on y est pour 20 jours. C'est une bouteille dans une baignoire. Il y a 30 mètres de fond tout autour. Impossible d'y sortir, hein. Ici commence l'Europe. Brest est la ville du bout du monde. La mer. La mer nourricière, une des richesses naturelles de la Bretagne, mérite d'être mieux connue. Le centre océanographique de Bretagne est installé à Brest, à la Pointe du Diable sur le Goulet. Le centre nous raconte la navigation, la technologie et les fascinantes richesses de la vie sous la mer. Au nord de Brest, de profonds estuaires semblables à des fjords, les abers,
entaille la côte du Pays du Léon, le nord-ouest du Finistère. À marée haute, la mer s'engouffre et là où le flot marin vient mourir, la berre se prolonge et s'achève par un mince ruisseau où se mêlent l'eau douce et l'eau salée. La berre Vrac donne son nom à la fois à un estuaire, à un bourg et à une station balnéaire. Toute cette côte basse et rocheuse est particulièrement riche en goémons. Dans cet environnement naturel brassé en permanence, le plus grand champ d'algues d'Europe puise ses richesses nutritives. On est commandé par la marée, parce qu'ici, la mer monte et descend énormément. Le goémon pousse qu'à une certaine... ce genre d'algues pousse qu'à une certaine hauteur. Et donc, il faut faire très vite, parce qu'à marée haute, c'est trop profond pour l'attraper. Et à marée basse, quand il y a marée comme aujourd'hui, on est obligé de s'arrêter, puisque le goémon est à fleur d'eau, et donc on ne peut pas aller au-dessus avec le bateau. Le jeune qui a commencé, là, travaille, pour ainsi dire, tout le temps, côte à côte avec moi. Et c'est sécurisant d'avoir un autre bateau. Quoi qu'il arrive, bon, on s'appelle par radio, puisqu'on est toujours en relation par radio, et donc on peut venir se secourir l'un l'autre. Autrefois, il pêchait le goémon aussi, mais il le brûlait sur les îlots, sur les dunes. Il le faisait d'abord sécher, puis après il le brûlait. Et il y avait un produit qui s'écoulait, c'était la soute. Donc on pêche le tali pour 2 usines qui sont établies ici en Bretagne. Ce sont des groupes internationaux. Et donc ils transforment ce goémon en alginate. L'alginate, c'est le produit de base qui sert à faire énormément de produits pharmaceutiques dans l'industrie. Autre richesse de la Bretagne, l'agriculture. Proche de Morlaix, Saint-Paul-de-Léon commande une vaste région légumière, la ceinture dorée. L'agriculture traditionnelle a laissé la place à la culture de primeurs. Champs d'artichauts et de choux-fleurs s'étendent sur près de 80 km. Les primeurs bretons s'exportent dans tout le nord de l'Europe. Jean-Yves Masson nous parle de son métier. Donc je me suis installé en société avec mes parents, donc mon père et ma mère, donc depuis 4 ans. Et puis le métier d'agriculteur, c'est un métier tout comme un autre, où bien sûr il y a des coups de bourre, il y a des moments difficiles, mais il y a quand même des avantages, notamment travailler dans un cadre agréable. Nous avons l'avantage d'avoir la mer à proximité, et donc le fait d'avoir la mer à proximité, on a des permis de sable, nous avons l'occasion d'aller chercher du sable pour augmenter la teneur de calcium du sol, et donc d'avoir des produits de meilleure qualité qui tiennent mieux en conservation. Face à Carantec, le Trégor constitue une avancée du plateau armoricain dans la mer, la corniche d'Armorique, appelée aussi la côte des Bruyères. La côte de granit rose relie la côte des Bruyères à la pointe de l'arc ouest. La mer, l'érosion et les siècles ont sculpté les rochers roses de Trégastel et de Ploumanac. Ceux-ci ont reçu des surnoms évoquant un personnage ou un animal. À Pleumeur-Baudou, ancien site mégalithique, la Bretagne a assuré un rôle important dans la recherche pour les télécommunications. Nous avons rencontré Christian Schonavel, directeur du musée des télécommunications. Sur ce site, il y a eu en 1962 la première liaison télévisée par satellite entre les États-Unis et la France.
L'idée de s'installer à Pleumeur-Boudou est venue d'une part par la proximité géographique, puisque là on est à l'extrême pointe de la Bretagne, et à l'époque il paraissait intéressant d'être le plus près possible, si l'on peut dire, de l'antenne américaine qui se trouvait à Andover, dans l'état du Maine. La deuxième raison, c'est que France Télécom, qui à l'époque s'appelait PTT, a souhaité, par l'intermédiaire de son responsable, M. Marzin, qui est un enfant du pays, créer ici un centre de recherche tourné vers l'avenir des télécommunications. Alors Lannion est devenu, grâce à cette antenne, grâce à la réussite de l'expérience de 62, un des centres de recherche les plus importants de France Télécom, donc en métropole. On peut même dire que c'est un des centres les plus importants en Europe. On retrouve nos racines, nos origines, avec un village gaulois qui nous prouve que finalement la technique c'est très important, mais il reste quand même toute l'aventure humaine qui va bien au-delà de la technologie. Alors cet ensemble constitué du musée avec son radome, du planétarium et du village gaulois porte désormais un nom générique que l'on a voulu très, très porteur, plein d'avenir, puisqu'il s'appelle Cosmopolis. La baie de Saint-Brieuc s'étend de l'île de Bréhat au Cap Fréhel. Pendant des décennies, la baie de Saint-Brieuc était le centre de la pêche hauturière. Les Terre-Neuva quittaient la baie pour les bancs de l'Antarctique. À Daouet, ce qu'on appelait les Islandais ont disparu. La grande pêche a laissé la place à la pêche côtière. Erquy est devenu l'un des ports de pêche à la coquille Saint-Jacques, la nouvelle richesse de la baie. Avec Gérard Demoy, nous avons embarqué pour une journée de pêche. Là, je suis en train de regarder s'il y a des trous dans les tapis. Parce que, autrement, s'il y a des trous, madame, les coquilles vont passer. On file les dragues, c'est-à-dire qu'on desserre les freins, les dragues descendent au fond, on accélère le bateau et donc on tire les dragues environ pendant 15 minutes, suivant l'endroit et le fond. Au bout de 15 minutes, on vire la drague, et est remonté à bord. On vide le sac, on la remet en pendant, prête à refiler et on refait l'opération. Le matelot trie pendant que moi je suis à la barre pour faire le trait suivant. La coquille doit faire minimum 10-2. Tout ce qui ne fait pas 10-2 est remis à l'eau. Et donc tout le reste est gardé, et mis en panier et ensuite en sac. À quelques kilomètres d'Erquy, voici les falaises rouges, grises et noires du Cap Fréhel. Ces falaises, tourmentées et hautes de 70 mètres, dominent la Manche. L'éclat du nouveau phare brille jusqu'à 100 km en mer.
Les goélands, les fous de bassan, se regroupent en immenses colonies. Ils nichent ici à la saison des amours. Fort Lalatte a toujours été le gardien de la côte. Il fut immortalisé par le film américain Les Vikings avec Kirk Douglas. Du Cap Fréhel à Saint-Malo, sur la côte d'Émeraude, la mer a une lumière et une couleur qui ont attiré les plus grands peintres. Monet, Picasso, Renoir. Dinard, édifié sur la rive gauche de l'estuaire de la Rance, face à Saint-Malo, étale ses airs de Riviera bretonne. La station, lancée il y a un siècle par les Anglais, garde un air nostalgique. La promenade entre la plage de l'Écluse et Saint-Énogat nous mène de rocher en rocher. Au pied, l'écume. Au-dessus, la présence tranquille des somptueuses villas, véritables châteaux, qui ont accueilli tant de célébrités du siècle passé. Édouard VII, roi d'Angleterre, Livingstone, Roland Garros, Laurence d'Arabie, Claude Debussy qui a été marqué par une expérience maritime mouvementée. Un jour, il décide de rentrer de Cancale à Dinard, en Bisquine, le bateau de l'époque. Le vent de nos rois se lève, c'est la tempête. Debussy, accroché au mât, reste de marbre, fasciné par le spectacle. 3 jours plus tard, sur le vieil harmonium de l'église, les premières notes de la mer retentissent. De l'autre côté de l'estuaire de la Rance, Saint-Malo a toujours été un port stratégique et donc la cible des Anglais. On doit à Vauban la construction des fortifications de la ville. Saint-Malo a ses héros, les corsaires, de Duguay-Trouin à Surcouf. Les Bretons, marins dans l'âme, reconstruisent les voiliers qui ont fait la gloire de la marine à voile. Autour de la réplique du Renard, le dernier bateau armé par Surcouf, les Malouins fêtent les temps où ils régnaient sur les mers. Pierre-Yves Surcouf nous raconte les aventures de Robert Surcouf, son grand-oncle. Il savait, avant le combat, stimuler ces hommes et leur faire inculquer le sens du devoir, aussi le sens de la patrie. Voilà. Lors d'une réception à Paris, un diplomate anglais lui avait dit oui, vous, les Français, vous vous battez uniquement pour l'argent, alors que nous, les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Ce sur quoi Robert Surcouf lui avait dit, vous savez, chacun se bat pour ce qui lui manque. Le Renard, en 1813, a effectué le dernier combat naval de l'histoire corsaire de France contre l'Alfea, qui était une corvette anglaise de guerre en Manche. Nous allons à Cancale, où les huîtres se développent dans les parcs de pleine mer. Gilles Boudet, ostréiculteur, nous raconte son métier. Nous avons 450 hectares de terrain découvrant, ça part du rocher de Cancale que nous avons derrière et jusqu'au large de Saint-Benoît-des-Ondes. Ces 450 hectares sont découvrants et nous les partageons entre une cinquantaine de Cancalais plus d'autres ostréiculteurs des autres bassins. Je suis en train de poser mes collecteurs, ce sont des coquilles Saint-Jacques mis en brochette que j'ai achetées sur la côte atlantique et ces huîtres sont 4 pieds dessus et elles ont déjà 6 mois. Et là je les pose sur mes tables pour les faire grossir pendant 1 an. On les amarre soit avec des crochets ou solidement pour pas que le moindre mauvais temps les mette partout. Les collecteurs que j'ai posés l'année dernière sont bons à lever, c'est-à-dire que les huîtres, il va falloir que je les détroque
Et donc je suis obligé d'aller les chercher soit en bateau, soit en tracteur. Avec la baie que nous avons et la marée que nous avons, disons que tous les centres de France se disputent le fameux goût de noisette, mais il y a vraiment qu'à Cancale qu'on trouve ce goût de noisette. De l'usine marémotrice de la Rance à Dinan, les malouinières et les châteaux bordent les rives. Dinan, la cité médiévale, est couronnée de remparts que bordent aujourd'hui jardins et promenades. À quelques lieues de Dinan, le château de Combourg fut le décor romantique de l'enfance de René de Chateaubriand. Situé au confluent de l'Ille et de la Vilaine, voici Rennes, capitale de la Bretagne. L'ancien hôtel du Parlement de Bretagne, aujourd'hui le palais de justice, est l'œuvre de Jacques Gabriel qui a suivi les plans de Salomon de Brosse. Le voici tel qu'il était avant l'incendie de 1994 et tel qu'il sera après quelques années de restauration. D'une superficie de 11 hectares, l'ancien jardin de l'abbaye bénédictine de Saint-Melaine, le Tabor, juxtapose tous les styles de jardin. La forêt de Pimpon, l'antique Brocéliande, forêt de 7000 hectares, vit encore ses légendes. Légende de Merlin l'Enchanteur, retiré en ermite, et de ses amours tumultueuses avec la fée Viviane. Légende du roi Arthur et de ses 50 chevaliers de la table ronde. D'ici, ils partent à la conquête du Saint Graal, cette coupe partagée par Jésus lors de la Cède. La forêt millénaire est menacée par un projet de barrage qui alimenterait Rennes en eau potable. Proche de Pimpon, voici le château de Josselin. Celui-ci fut rasé maintes fois au cours des siècles et reconstruit toujours plus majestueux. Au cœur de l'Argote, on découvre le lac de Guerlédan. Cette région, qui a inspiré Corot, alterne les forêts légendaires et les gorges chaotiques. Ici, aux portes des monts d'Arrée et des montagnes noires, se côtoient les divinités celtes, les saints chrétiens et les personnages mythiques. Les monts d'Arrée forment avec les montagnes noires l'épine dorsale de la péninsule, mais n'atteignent pas 400 mètres. Ces monts prennent une autre dimension dans l'irréel. Le docteur Lescouezec nous explique les traditions druidiques. Un druide aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de différent d'un druide il y a 2000 ans, mais c'est un homme qui s'efforce de promouvoir, plus que de maintenir encore, de promouvoir une certaine forme de spiritualité, d'intellectualité, mais aussi de spiritualité venue du fond des âges en Bretagne et dans tout l'Ouest européen. Nous sommes une confrérie qui s'appelle le Gorsès de Bretagne. Gorsès signifie la Grande Assemblée. Brespart est le centre d'une région particulièrement chargée en traditions légendaires et, on peut bien le dire, mythologiques. Et elle se trouve en particulier à proximité d'un endroit très, très curieux, très important pour nous, qui est le Yeunélès. Le Yeunélès est ce marais qui se trouve au pied du mont, dit mont Saint-Michel, qui en réalité est appelé par nous Ménéchronon, la montagne du dieu de l'Occident.
Et ce marais est traditionnellement la porte des enfers au sens antique, c'est-à-dire du monde souterrain, de l'autre monde qui se trouve sous la surface de notre sol. Les montagnes noires rassurent. Le nom donné à la chaîne indique qu'elle eut probablement autrefois un manteau de forêt. La vallée de l'Aulne, le canal de Nantes à Brest, sépare les deux massifs montagneux. Près de Laz, le parc de Trévarez s'ordonne autour d'un château dominant l'Aulne. Des sentiers font le tour de ce domaine de 75 hectares où fleurissent camélias, azalées et rhododendrons. Port de l'estuaire de l'Elorn, Landerneau est l'ancienne capitale du Léon. Le vieux pont de Rohan sur les Lornes, avec ses maisons en encorbellement et avec son déversoir, est un des rares ponts habités d'Europe. Landerneau, la ville entre mer et rivière, le trait d'union entre le Léon et la Cornouaille, est au centre de la région des enclos paroissiaux. Saint-Égonnec, La Martyre, Pincran, Daoulas, Plébin. La paroisse, Plou en breton, est toujours le cadre de la vie quotidienne. Cette architecture, rencontrée principalement en Basse-Bretagne, témoigne d'une foi aussi solide que le granit. Véritable bande dessinée, l'enclos racontait aux fidèles illettrés l'histoire sainte, la vie du Christ et la mort des hommes. La vie est étroitement rattachée à la communauté des morts. Fascinante et redoutée, la mort est omniprésente dans la tradition celtique. L'Ancou, le moissonneur, le charretier de la mort, rôde. Qui entend sa charrette sait qu'il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre. Le pardon de Sainte-Anne-la-Palue, comme celui de Sainte-Anne-d'Auray ou de Saint-Jean-du-Doigt, est un des plus anciens de Bretagne. Les pardons, ces assemblées à la fois religieuses et profanes, étaient courantes au Moyen-Âge dans toute l'Europe et viennent du fond des âges. La mémoire collective se souvient d'Anna, la divinité celte, et l'on prie Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie et patronne de la Bretagne. La Cornouaille, c'est le pays bigoudin, un site privilégié, préservé, sauvage. Goélands bruns, les plus rares, cormorans, mouettes, pétrels fulmars affectionnent les endroits les plus vertigineux et inaccessibles, comme ici dans la réserve du Cap Sizun. À la pointe du Raz, la baie des Trépassés passe pour avoir été le lieu d'embarquement vers l'île de Saint des druides décédés. Les Bretons naissent avec l'eau de mer autour du cœur, dit un proverbe. Comme Douarnenez et Concarneau, le Guilvinec vit au rythme des allées et venues de sa flottille, qui approvisionne quotidiennement la criée en crustacés et en poissons divers.
Quimper, préfecture du Finistère, est la principale ville de Cornouailles. L'amiral Yves de Kerguelen, originaire de la ville, a donné son nom aux îles lointaines des mers australes, les îles Kerguelen. René Madet quitte Quimper en 1750 pour les Indes. Il a 14 ans. Il y reviendra avec le titre de Nabab des Indes. Au cœur de l'été, la fête authentique s'installe dans la cité. Le festival de Cornouailles rassemble les ferments de la tradition populaire bretonne. Le renouveau de la culture celte date des années 70. Conduite par Glenmore, la résurrection des bardes du VIe siècle se répand dans le pays. Ils chantent la cause de la Bretagne, ils veulent être reconnus. Orchestre et bagade animent festénose et festédièse. La musique fête les réjouissances du clan. Nous descendons l'Audet pour atteindre la côte. Les nombreuses stations balnéaires, Bénodet, Begmel, Concarneau, offrent avec leurs vents et leurs marées un cadre idéal pour s'initier au secret de la navigation. Les écoles se sont multipliées sur la côte et dans les îles des Glénans. Face aux îles des Glénans, Pont-Aven doit sa renommée à Paul Gauguin. En 1888, Émile Bernard, venu à pied de Saint-Briac, le rejoint. Gauguin disait du pays « J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots retombent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, net et puissant que je cherche en peinture. » Émile Bernard, Gauguin, Laval et Paul Sérusier créent l'école de Pont-Aven et attirent à la pension Gloanec de nombreux artistes américains. L'école et la petite cité de Pont-Aven prennent une dimension internationale. Nous partons à Carnac. Là, 5000 ans avant notre ère, les hommes habitaient déjà ce bout du monde. Ces masses de granit, les alignements entre Carcan et Locmariaquer, appartiennent aux civilisations antérieures à l'arrivée des Celtes en Armorique. Ces 1170 blocs alignés d'est en ouest auraient été dressés pour quelques mystérieux cultes. Les mégalithes sont présents dans toute la Bretagne. À quelques lieues de Carnac, Quiberon est une ancienne île. Les apports d'alluvions l'ont rattaché à la terre par un isthme étroit. Ce môle naturel sert de brise-lames à une vaste baie. Dans le calme estuaire du Crac, le plus grand port de plaisance de l'Ouest, la Trinité-sur-Mer est une pépinière de champions de voile. Isabelle Autissier nous livre ses aspirations et ses espérances. Je crois que ce qui me pousse beaucoup à courir et à naviguer, c'est avant tout le plaisir d'être en mer et le plaisir de courir. Je suis pas du tout... j'aime bien l'humanité, donc je ne vais pas me réfugier toute seule sur un bateau, pas du tout. Au contraire, je pense que ce que je fais, même s'il y a une partie solitaire, me fait côtoyer, me fait travailler avec énormément de gens qui s'occupent du bateau, avec qui je travaille et qui j'innove. Donc c'est vraiment profondément le plaisir de courir, d'être en mer. J'ai commencé à naviguer et j'ai vraiment tout de suite aimé ça, très petite fille, vers 6 ans à peu près. Et je naviguais sur les côtes de Bretagne Nord, en fait au départ en famille, sur un petit dériveur comme beaucoup de gamines. Mais c'est vrai que très rapidement, j'ai énormément aimé ça et mon enfance était parisienne pourtant, mais je rêvais tout le temps
de partir, que ce soit à Pâques, à Noël ou pendant les grandes vacances, de partir naviguer et de faire du bateau. Enfin, j'aimais vraiment beaucoup ça dès le début, dès toute petite. La baie de Quiberon communique par un étroit goulet avec un bassin parsemé d'une multitude d'îles. Le golfe du Morbihan, la Petite Mer. L'intrusion de la mer dans ces vallées a chassé une civilisation néolithique. Sur l'île de Gravinis, le dolmen sculpté est un des chefs-d'œuvre de l'art universel. Au fond d'une ria, là où le cours d'eau se confond avec la mer, voici Vannes. Clé de voûte du Golfe, la ville sera plusieurs fois la capitale de la province. François Ier signe ici le traité du rattachement de la Bretagne à la France. Aujourd'hui, Vannes s'est allié son patrimoine à l'innovation. La fin de notre voyage en Bretagne approche. La Bretagne, grâce à ses relations maritimes avec l'Europe, à la mise en valeur de ses richesses naturelles, à la solidarité entre ses habitants, demeure une terre d'espoir et de projets d'avenir. Kenavo. La Corse mérite bien son nom d'île de beauté. Cette perle sauvage, au caractère très contrasté, offre aux promeneurs la douceur de ses criques et la majesté de ses montagnes. Du Cap Corse à Bonifacio, cette terre bordée de plages blanches et de falaises, lézarde sous les rayons du soleil méditerranéen et embaume l'air de tous les parfums de ses plantes aromatiques. Les Corses ont depuis longtemps apprivoisé ce milieu naturel, protégé des excès de la civilisation moderne. Bergers et paysans sont fiers de leur village perché à flanc de colline. Toutes les nuances de cette beauté sauvage, de cette montagne dans la mer, font de la Corse un écrin préservé. Dans 15 jours, chez votre marchand de journaux, votre numéro 3, la Corse. La vidéo et son livret avec en cadeau Paris Splendide.